Maintenant, nous allons pouvoir écouter Jean-Christophe Gallou, donc professeur à l'Université Paris 2, sur l'identification du secret d'affaires, puisqu'on sait que c'est une définition qui est très large et que les entreprises doivent mettre en œuvre en fait, les moyens de pouvoir identifier et dater en fait, les connaissances qu'elles estiment relever du secret d'affaires pour pouvoir les protéger. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Merci également à l'Université de Lyon 3 et à Édouard Trépoz en particulier de cet accueil renouvelé et toujours aussi chaleureux et auquel je réponds avec toujours autant de plaisir. Alors, on m'a donné comme thème effectivement l'identification des secrets des affaires. Alors j'étais un peu perplexe face au terme identification, parce que d'habitude les juristes parlent plutôt de définition, de régime, de nature, etc. Mais c'est vrai que l'identification, c'est quelque chose qui nous échappe parfois un peu. En effet, je pense que le terme est bien choisi parce que si l'on se place du point de vue de l'entreprise, et je crois que mon voisin nous en parlera beaucoup mieux que moi et avec beaucoup plus de science. La question qui va se poser par-delà les textes et le millefeuille des textes français, européens et internationaux va se poser à l'usager ou au bénéficiaire cette question: comment j'identifie un secret d'affaires, ce qui évidemment conduit à de nombreuses autres questions, notamment évidemment à sa définition. Comme tout bon universitaire, je me suis penché sur ce terme en regardant le dictionnaire de l'Académie française, qui est toujours une source d'intérêt renouvelé. Cette noble institution nous précise que le terme identifié vient d'abord du bas latin, ce que, en termes savants, on appelle le latin scolastique. Et ce terme, c'était le terme identificare. Et identificare, ça sera mon premier point, ça veut dire rendre semblable. Effectivement, ça répond à la première, à titre introductif, à ce premier écho à ce que vient de dire Édouard. La finalité de ces différents textes qui se superposent, la dernière couche, par ailleurs, n'étant pas encore sèche, puisque nous en sommes qu'à la commission mixte paritaire, ces différents textes ont pour premier but, effectivement, de donner, d'unifier une notion qui était assez disparate, qui était émiettée, éparpillée dans un certain nombre de textes et auquel manquait, peut-être pas d'un point de vue doctrinal, mais d'un point de vue textuel, une structure, une définition qui soit unifiée. Et c'est vrai que ça ressemble, ça, c'est tout à fait cette notion d'identificare, c'est-à-dire rendre semblable. On a désormais une catégorie qui est destinée à couvrir une réalité extrêmement vaste de secrets différents. Mais, nous dit le dictionnaire de l'Académie, identifier au sens actuel du terme, c'est à la fois reconnaître et déclarer, constater ou établir l'identité. Et là aussi, ce sont bien les deux démarches que je reprendrai d'ailleurs sans les discuter, à savoir que dans un premier temps, il faudra reconnaître au sein de l'entreprise, au sein d'une structure, ce qui peut être considéré comme un secret d'affaires, qui peut être digne d'une certaine forme de protection qui est offerte par les textes, et d'autre part, déclarer, établir cette identité, parce que ce n'est pas simplement pour soi que l'on reconnaît, que l'on identifie, c'est également pour projeter cette identification vers les tiers, et cela se traduira effectivement par cette notion du secret, en ce sens des mesures qui doivent être prises pour rendre une information secrète, ou du moins pour la garder secrète. Donc c'est à la fois cette reconnaissance
et cette déclaration. Et c'est ce qui est tout à fait repris dans les textes, et plus particulièrement dans ce qui sera, si je me base sur la version de la commission mixte paritaire, dont on peut espérer qu'elle ne sera pas modifiée. Généralement, ce n'est pas le cas. Hein. Une fois que les deux assemblées se sont mis d'accord sur un texte unifié, généralement, il n'y a pas de modification ultérieure. C'est ce que nous donnera l'article L151.1 du Code de commerce. Est protégée au titre des secrets d'affaires toute information répondant aux critères suivants. Ça, c'est le premier sens de l'identification, reconnaître. Elle n'est pas en elle-même ou dans la configuration et l'assemblage exact de ces éléments, généralement connus ou aisément accessibles pour les personnes familières de ce type d'information en raison de leur secteur d'activité. Petit 2, elle revêt une valeur commerciale effective ou potentielle du fait de son caractère secret. Et, deuxième sens du terme identifié, c'est-à-dire déclarer ou établir, elle fait l'objet de la part de son détenteur légitime de mesures de protection raisonnables compte tenu des circonstances pour en conserver le caractère secret. Alors, très brièvement, sur cette première explication de la notion d'identifier, la reconnaissance. La reconnaissance, c'est la reconnaissance d'une information pas encore secrète, mais une information, je dirais, confidentielle, parce qu'elle va devenir en quelque sorte secrète par les moyens qu'on va prendre pour la conserver. Cette reconnaissance, elle passe évidemment par la définition légale, puisqu'on a cette identification, cette définition qui va être donnée et qui a un caractère donc unique. Mais, et ça sera mon deuxième point dans cette première partie, c'est le fait que cette nouvelle catégorie n'est pas exclusive d'autres qualifications qui existent déjà en droit positif et sur lesquelles il faudra évidemment non pas porter notre attention, mais se méfier parce qu'on risque d'avoir des concurrences en matière de régime. S'agissant tout d'abord de la définition, je ne serai pas long sur cette question parce qu'il y a eu énormément d'écrits sur celle-ci. En un mot, il faut bien voir que le secret des affaires, c'est en quelque sorte l'intime des entreprises. On a parlé tout à l'heure, Édouard l'a fait avec sa fougue habituelle, de ce glissement entre le droit international, le droit européen, puis le droit français. Il y a peut-être même une quatrième dimension, c'est celle des droits fondamentaux, puisque, comme vous le savez, l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme sur la protection de la vie privée est appliqué par la juridiction de Strasbourg également aux entreprises. Ce qui peut paraître étrange, c'est comme le droit moral. C'est en fait la traduction commerciale de cette intimité que nous avons dans la définition qui est donnée par l'article 151.1. Je précise d'ailleurs au regard des droits fondamentaux que très probablement, au regard du protocole numéro 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, le secret des affaires serait considéré comme une forme de propriété, ce qui ne remet absolument pas en cause les catégories que nous connaissons en droit continental et qui font que nous n'avons pas affaire à une propriété au sens strict du terme, mais au sens des droits fondamentaux. C'est une valeur économique qui, incontestablement, pourrait être protégée à cet égard. Je précise, puisque nous sommes à Lyon, qu'au début du siècle dernier, il y a eu une affaire en cette matière pour une question qui était d'ailleurs une conséquence de la loi de 1905 et de l'expulsion des communautés religieuses, à savoir que la communauté qui fabrique cette liqueur bien particulière dans les Alpes avait refusé de livrer ses secrets de fabrique pour cette fameuse liqueur, nonobstant le fait que l'État l'avait expropriée.
Et il y a eu un procès, c'est le seul procès d'ailleurs, sur la question de l'expropriation d'un secret. Ce qui prouve bien que les frontières sont beaucoup plus floues qu'on ne pourrait le penser. Autre précision sur cette définition, avant d'aller un tout petit peu plus dans les détails, je rebondis sur ce qui a été dit. Elle figure donc, comme l'ensemble d'ailleurs de la transposition, dans le Code du commerce. Code de commerce, pourquoi ? Alors c'est vrai que les intellectualistes ont été extrêmement déçus en disant mais le secret des affaires, c'est une part de nous-mêmes, en particulier pour ce qui concerne les spécialistes des brevets. Le passage du savoir-faire au brevet, c'est quelque chose de naturel et le savoir-faire fait partie évidemment de cette grande famille. C'est le creuset en quelque sorte de toute la propriété intellectuelle. Ça a été ma première réaction également, et quand on regarde les 2 lignes qui ont été écrites par le Conseil d'État, pour une fois je suis admiratif du Conseil d'État, ce qui n'est pas toujours le cas en étant un civiliste, il dit bien la chose suivante dans l'avis qu'il a rendu. Le Conseil d'État relève que l'insertion des dispositions de transposition de la directive dans le Code de commerce est justifiée par le fait que le secret des affaires relève de l'activité commerciale générale. Et c'est tout à fait juste. Le secret des affaires, c'est quelque chose qui n'appartient pas en particulier à la propriété intellectuelle. Évidemment, la première grande catégorie de ces secrets d'affaires qui sont les secrets de nature technique, évidemment, nous les connaissons bien dans la propriété intellectuelle et la propriété industrielle en particulier, mais toutes les autres catégories, et en particulier les secrets de nature commerciale et financière, ce sont des notions générales qui relèvent de l'activité commerciale la plus banale. Et donc, c'est à mon sens tout à fait justifié que ce soit dans le Code de commerce que ces différentes dispositions aient été remontées. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de spécificité et ça ne pour les secrets de nature technique que nous connaissons bien. On peut avoir un regret à cet égard, c'est que le législateur n'a pas retouché un secret, le seul secret qui ait été magnifié par le Code de la propriété intellectuelle, celui de l'article L621.1, à savoir le secret de fabrique. Le secret de fabrique est incontestablement une des formes du secret des affaires. Il est un petit peu dommage, d'ailleurs, peut-être qu'on n'a pas épousseté un peu le secret de fabrique pour le généraliser un peu plus, comme on l'a fait dans d'autres textes, d'autres codes du droit français. Alors, cette définition soyons très brefs sur celle-ci, elle n'est pas en elle-même cette information, elle n'est pas en elle-même ou dans sa configuration et l'assemblage exact de ces éléments généralement connus ou aisément accessibles pour des personnes familières de ce type d'information, etc. Alors, cette définition est très proche, elle n'est pas reprise mot à mot par rapport à celle de la directive et par rapport à celle de l'article 39. Vous savez que le législateur aime bien réécrire à la marge les textes. C'était pas complètement inutile dans le cas présent. Alors d'abord, il a changé l'ordre des phrases, des membres de phrases, mais ça c'est pas trop gênant. Il a remplacé en revanche le terme personne appartenant au milieu s'occupant normalement du genre d'information en question, dont on remarquera l'élégance de la rédaction, pour les personnes familières de ce type d'information en raison de leur secteur d'activité. Qu'est-ce que ça change ? Pas grand-chose, sauf que grammaticalement et d'un point de vue linguistique, c'est peut-être un tout petit peu plus élégant. Alors, me direz-vous, ça ressemble à des choses qu'on connaît en matière de propriété intellectuelle. Le terme, par exemple, généralement connu ou aisément accessible. Alors, on dit ça ressemble un peu à des questions de nouveauté. Que nenni !
et ça avait été jugé depuis de très nombreuses années s'agissant de la notion de savoir-faire. Le savoir-faire n'a pas à être nouveau au sens du droit des brevets. En revanche, évidemment, il peut être accessible, mais pas aisément accessible. S'il est accessible à tous, évidemment, il perd son caractère secret, d'une part, et son caractère de protection, évidemment. Pour les personnes familières de ce type d'information, alors là, ce n'est pas une forme d'accessibilité du public au sens le plus large, ce sont non pas nécessairement les spécialistes dans un secteur d'activité proprement parlé. Les personnes familières, c'est un petit peu plus large, puisque ça peut viser, ça ressemble, si vous aimez mieux, aux critères que l'on retient en matière de dessin et modèle pour les personnes qui ont une habitude particulière du secteur d'activité spécifique. Ça se rapproche de cela plutôt que de ce que l'on connaît en matière de brevet. Deuxième caractéristique, elle revêt une valeur commerciale effective ou potentielle du fait de son caractère secret. Alors là, un changement également, à savoir qu'on a conservé le terme commercial, alors que le terme économique avait été mis en avant et qui était sans doute plus juste, mais on a ajouté effectif ou potentiel. Alors, dans les travaux parlementaires, c'est une espèce de cote mal taillée. Il y avait les tenants du valeur commerciale, les tenants de la valeur économique, et on a mis tout le monde d'accord en disant on garde commercial, mais on rajoute effectif ou potentiel. Est-ce qu'il y avait lieu de faire cela? Il est certain que le terme valeur économique est d'abord plus large et sans doute dans l'esprit du texte, beaucoup plus, j'allais dire, en cohérence avec ce qui doit être protégé. Ajouter effectif ou potentiel, ça élargit un petit peu le cadre strictement commercial. Qu'est-ce que l'on entend par effectif ou potentiel? Alors, valeur commerciale effective, on ne sait pas pourquoi on précise qu'elle peut être effective, parce que c'est l'effective, on doit la protéger, et on cherche à la protéger. Potentiel, oui, beaucoup d'informations sont potentiellement intéressantes, notamment pour la concurrence, etc. C'est vrai qu'on aurait pu, comme on l'avait fait dans les projets de loi Carayon notamment, parler de l'avantage concurrentiel que pour procurer la possession de cette information, qui est le critère, en réalité, de la valeur commerciale ou économique de cela. Et là, on n'avait pas besoin de dire effectif ou potentiel, etc. etc. On a des explications d'ailleurs assez embrouillées sur la notion de potentiel. On dit « Ah, vous vous rendez compte, s'il s'agit d'une start-up, comme elle start, mais qu'elle n'est pas encore up, tout ce qu'elle a comme dans son portefeuille, c'est purement potentiel, parce qu'il n'y a pas encore de développement commercial. » On ne va pas très loin quand même avec ce genre d'explication, il faut bien le dire. Un brevet qui est un droit de propriété, ça peut être aussi une valeur potentielle. Hein. Tant qu'il n'est pas exploité à certains égards, ça peut être une... Donc ça nous conduit pas à grand-chose de ce point de vue-là. Voilà donc pour les deux critères les plus importants. S'agissant donc des inventions, des informations qui sont couvertes, c'est assez simple, c'est à peu près tout ce que l'on veut, et je reprends pas la summa divisio, mais la distinction importante qui est faite entre les informations d'ordre technique et les informations d'ordre commercial ou financier, en apportant une précision qui va faire la transition avec mon deuxième point, c'est qu'également, ce sont des données qui peuvent être protégées. Et également donc des collections de données. Des collections de données, des bases de données, etc., sont évidemment des informations qui ont un intérêt économique ou commercial. Et il ne faut pas oublier que des fichiers de clients
des simples dossiers d'analyse, etc., de données, sont considérés désormais comme des secrets des affaires. Ce qui, évidemment, pose des problèmes d'articulation avec des catégories existantes. Et la première catégorie à laquelle on pense, évidemment, c'est la catégorie des données personnelles. Je ne vais pas développer ce point-là, mais il est clair que des données personnelles peuvent également être considérées comme des secrets des affaires, avec toutes les conséquences que cela peut emporter, d'être dominé par un double régime qui n'est pas toujours très cohérent de ce point de vue-là. L'exemple le plus simple, c'est un données de clientèle, ce sont des données personnelles, c'est également très largement du secret des affaires dans certaines circonstances. Pour ce qui concerne les autres catégories de secrets, alors il faut savoir que le législateur a fait un travail de bénédictin. Je parlais tout à l'heure de cette fameuse liqueur. Je continue dans la même veine, à savoir que, excusez du peu, tous les secrets en matière industrielle et commerciale ont été remplacés par secrets des affaires dans une bonne douzaine de codes pour précisément unifier la notion. Sauf que rien n'est dit sur les vrais secrets, les secrets professionnels en particulier, qui restent en dehors de la réflexion du législateur. Et là encore, on peut parfaitement imaginer qu'il peut y avoir une superposition entre les catégories avec des conséquences qui n'ont pas été nécessairement explorées. Dernier élément sur cette superposition, il ne faut pas oublier, mais j'y reviendrai un instant, la question d'une éventuelle superposition avec des catégories de la propriété intellectuelle. Habituellement, avec raison, on dit mais c'est soit l'un, soit l'autre. Soit vous prenez un droit et vous abandonnez votre secret, soit vous gardez votre secret et vous ne prenez pas de droit. Ça, c'est dans les livres de propriété industrielle. Dans la pratique, c'est un peu plus compliqué. On essaie de mixer les deux, évidemment, mais surtout, il existe un certain nombre de situations dans lesquelles il y a une véritable superposition des deux. C'est d'abord toutes les situations dans lesquelles vous avez déposé une demande et que cette demande est restée secrète, elle reste secrète pendant un certain temps. Et là, on a une forme de superposition, effectivement, du secret des affaires, dans une certaine mesure, et évidemment de la protection au moins potentielle, de la propriété intellectuelle. La situation, là, certainement la plus évidente, c'est en matière de propriété littéraire artistique, notamment pour les logiciels. Tout ce qui peut être protégé dans les techniques, effectivement, informatiques, qui sont généralement pas révélées et qui peuvent être protégées par un droit d'auteur. Et puis, vous avez des situations qu'on peut considérer comme non pas anormales, mais anomales au sens juridique du terme, où vous avez un véritable cumul qui est revendiqué. C'est notamment en matière de défense nationale. Les inventions de la défense nationale ne sont pas divulguées, bien qu'elles soient protégées. Ce qui peut paraître étonnant, mais là on a bien effectivement des catégories qui se superposent. Donc il faut garder dans cette reconnaissance évidemment ces difficultés de définition. En dehors de cela, évidemment l'entreprise devra faire le tri. Elle ne peut pas tout chercher à protéger. Donc c'est à elle, évidemment, de faire le choix dans cette énorme masse d'informations de ce qu'elle protégera ou non. Ce qui me conduit, évidemment, à parler du deuxième point et également du troisième critère de la définition, à savoir, elle fait l'objet de la part de son détenteur légitime de mesures de protection raisonnables compte tenu des circonstances pour en conserver le caractère secret.
C'est d'ailleurs toute l'ambiguïté du terme de secret. Le secret, c'est à la fois la chose qui est secrète et la façon dont on le garde secret. Et c'est la deuxième notion, le deuxième sens d'identification, c'est établir, déclarer. Il peut y avoir des secrets par nature, c'est un petit peu le mot de Pagnol dans Topaz, autant que je me souvienne. Pour la petite histoire, cette phrase avait été affichée sur la porte du cabinet d'un juge d'instruction quand j'étais jeune avocat. J'avais été plaidé dans une ville du Midi, une affaire de droit pénal, et j'avais vu sur le bureau du juge d'instruction cette phrase de Pagnol: « Le secret, c'est une chose qu'on dit à voix basse à une seule personne à la fois. » J'ai trouvé ça admirable. Je dis au moins un juge d'instruction sympathique. Ça résume effectivement toutes les mesures de protection raisonnables. Il va bien falloir se pencher sur la question. Et là, évidemment, tous les juristes sont arrachés les cheveux en disant « mais qu'est-ce qu'on entend par mesure de protection raisonnable ?» La protection qui est offerte par la législation, c'est une protection qui est entièrement entre les mains des détenteurs. En d'autres termes, aide-toi, le législateur t'aidera. Si vous ne faites rien, eh bien vous ne serez pas protégé. Si vous faites quelque chose, vous serez peut-être protégé, au moins juridiquement. Ça, pour le reste, évidemment, tous les secrets peuvent être forcés, évidemment. Alors, quelle exigence va-t-on imaginer vis-à-vis de ces détenteurs? Alors, le législateur, d'ailleurs, la discussion avait déjà eu lieu au niveau communautaire. Qu'est-ce qu'il faut attendre par mesure raisonnable? Alors, il y avait deux écoles. Il y a toujours deux écoles d'ailleurs, mais je pense que le débat est tranché désormais. École, j'allais dire minimaliste, en disant, bon, il suffit de mettre mesure de protection raisonnable, c'est un standard, et le juge interprétera et vérifiera au cas par cas. Et puis, vous avez l'autre école qui était plutôt pédagogiste, disant, mais il faudrait peut-être donner une liste de mesures raisonnables pour illustrer ce qu'elles peuvent être, sans que cette liste, évidemment, ne soit close. Alors, le législateur français, dans un premier temps, avait dit, bon, on prend la première chose, on reprend le terme mesure raisonnable, ça suffira. Et puis, évidemment, au moment des débats parlementaires, vous avez des pédagogistes qui se sont réveillés en disant, mais il faudra peut-être mettre une liste. Alors, il y a eu un sursaut à un moment donné, où on a un député, lors de la première lecture, dit « ça serait bien de dire que, notamment, on peut mettre le terme confidentiel ». Le tampon. Ah, le tampon confidentiel, qui serait la mesure raisonnable par excellence et grâce à laquelle on pourrait évidemment acquérir cette protection. Avec bon sens, le législateur a dit ce n'est pas nécessairement une bonne idée, parce que ce n'est pas parce que vous mettez confidentiel sur un document que vous aurez nécessairement pris des mesures raisonnables. C'est encore une fois une question de cas par cas. Alors, qu'est-ce qu'on entend par mesure raisonnable ? Ça, c'est une grande difficulté. Alors, j'avais essayé de regarder un petit peu ce que les auteurs étrangers disaient de la question, parce qu'en France, on n'a pas beaucoup élaboré sur cette question. Un point me semble important, c'est le fait que cette mesure raisonnable doit s'inscrire dans une proportionnalité. Qu'est-ce qu'on entend par là ? Il n'y a pas de raisonnable en soi. C'est toujours raisonnable par rapport à quelque chose d'autre. Et raisonnable, ça veut pas, c'est pas quelque chose d'absolu, c'est littéralement quelque chose de relatif, et précisément relatif à. Est-ce que j'ai été assez raisonnable ? On ne vous demande pas d'être
très raisonnable, on vous demande d'être dans la norme de ce qui peut être exigé compte tenu des circonstances. Alors, quels sont les éléments qu'on va prendre en considération pour ce caractère raisonnable? Je parle sous mon contrôle de mon voisin, c'est la taille de l'entreprise. On ne va pas faire la même chose chez Michelin et dans une start-up précisément. On n'a pas les mêmes moyens. On ne va pas faire la même chose. C'est également l'importance de l'information. Ça ne veut pas dire que des informations moins importantes, on va prendre des mesures moins raisonnables. On va prendre des mesures raisonnables compte tenu de l'importance de l'information. C'est ce qu'on fait au SDES. Il y a les confidentiels défense, les secrets défense, etc. On va évidemment hiérarchiser compte tenu de la nature de l'information. Ça va être également selon le secteur de l'entreprise. Je parlais du SDES, évidemment. Ils ont une culture du secret qui n'est pas nécessairement la même que celle d'un laboratoire universitaire, pour prendre des extrêmes. Le nombre d'employés, la politique interne, etc., etc. Il va falloir réfléchir effectivement à tout cela, et c'est notamment le travail de tout ce qui concerne évidemment les branches professionnelles qui vont avoir un véritable rôle proactif dans la traduction, évidemment, presque de normes techniques, presque de cette notion de raisonnable. Enfin, mesure raisonnable, et j'en terminerai par là si je n'ai pas consommé trop de mon temps, ça va bon. J'en reviens à cette autre notion, c'est qu'elle peut être mise en rapport avec d'autres mécanismes. Le premier mécanisme connu, c'est celui du contrat. Le raisonnable, les mesures raisonnables dans le cadre du contrat, c'est évidemment les clauses de confidentialité. Bon, là, on renvoie effectivement à du connu qui ne se trouve absolument pas modifié, je dirais, par les nouvelles dispositions législatives à cet égard. Ça leur donne un relief particulier, ça n'en change ni la nature ni l'exigence. Si vous avez un contrat de sous-traitance et que vous n'introduisez pas des clauses de confidentialité, de toute façon, d'un point de vue juridique, vous ne serez pas protégé par la loi, mais de toute façon, vous ne l'auriez pas été en l'absence de loi. Donc, ça ne change strictement rien. En revanche, on a peut-être des difficultés pour envisager des mesures raisonnables lorsque, précisément, on se trouve dans des cumuls ou des coexistences avec d'autres qualifications juridiques. Je parle des données personnelles. Données personnelles qui sont à la fois secret des affaires et données personnelles. Vous aurez là, dans la notion de mesure raisonnable, probablement, là, cette notion de mesure raisonnable va absorber ce que le RGDP dit sur les données personnelles. Et ça, on peut multiplier effectivement cet exemple sur d'autres cumuls de qualifications avec les secrets d'affaires. Voilà, je crois que j'ai dépassé de quelques minutes, je m'en excuse. Quelques réflexions très générales sur cette identification. Reconnaître et déclarer, constater ou établir, maintenant au travail. Alors, vous l'avez très justement expliqué, en fait, les entreprises doivent arbitrer, c'est une vraie stratégie de savoir quelles sont les informations qu'elles vont breveter et quelles sont les informations qu'elles vont classer au secret. Donc c'est un vrai arbitrage que l'entreprise va faire, mais c'est un choix qui est exigeant. Si l'entreprise choisit le secret, elle va devoir prendre des mesures de contrôle, effectivement, de préservation de ce secret d'affaires et mettre en œuvre en fait beaucoup d'éléments de datation, d'identification, puisque lorsqu'on dépose un brevet, on va identifier l'information qu'on va vouloir déposer en tant que brevet. Lorsque c'est du secret d'affaires, en particulier du savoir-faire, on va peut-être prendre moins ces démarches d'identification et pourtant c'est absolument nécessaire et c'est la première étape avant les autres mesures.